Alaoui Abdallah Newman, on applaudit pour lui, s'il vous plaît. Il vient des Comores et il est surtout, j'attends qu'il arrive pour que je vous donne le titre principal qui lui vaut d'être un porte-parole ici aujourd'hui. Il est le président de la Chambre de commerce franco-comorienne, s'il vous plaît. Merci d'être là. Merci. Vraiment, merci. À ses côtés, une grande dame dont je vais vous parler, mais elle s'agite déjà alors que sur sa carte de visite, il faut beaucoup de temps. Elle est conférencière, consultante, valorisatrice, formatrice en valorisation agricole. Tout ce qui est agriculture, n'est-ce pas, la bluffe, un tout petit peu la preuve. Tout à l'heure, la marque de sac ne l'a pas laissée indifférente, mais elle est également à la tête d'une grande marque, Usu Mentor. On applaudit pour une autre comorienne qui s'appelle Wassila Timbaye. Merci. Merci infiniment, Wassilati, parti de Paris pour les besoins de la cause. Le troisième, c'est quelqu'un qui dit toujours que le seul combat qui est perdu est celui qu'on ne commence pas. Vraiment, je crois que toutes les encyclopédies devraient garder cette citation. Le seul combat perdu d'avance est celui qu'on ne mène pas. Il est journaliste patron, n'est-ce pas, du média des Comores, du monde. Il s'appelle Benami Saadi, que je vous prie d'applaudir. Ben voici trois grands porte-étendards des Comores. Vous savez qu'aujourd'hui, on met en lumière ce grand pays d'Afrique de l'Est, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui regorge des talents économiques hors normes. Ils sont trois. On fait de vous, ici et maintenant, les ambassadeurs des Comores pour nous parler des grandes opportunités de ce pays. Hommes d'affaires, entrepreneurs, grande dame, conférencière et un grand homme des médias, spécialiste des réseaux par ailleurs. Pour tous vos réseaux, vous pouvez le voir. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, le micro. Il y a un troisième micro là. Allez. On fait honneur aux dames, là, oui? Bien sûr, tout à fait. Ok. Bon. Par où je dois commencer? Je suppose que je dois me présenter. Ouais, un tout petit peu. Un petit peu, parce que sinon on n'a pas fini. Alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci à Cyril de nous faire autant rire et de nous faire passer un bon moment. Merci Armel pour cet accueil et toute l'énergie et l'amour que tu mets de ce que tu fais. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps pour venir nous voir et encourager Armel. Alors moi je suis Wassila Timbaye, je suis comorienne d'origine, ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'ai créé la première marque de cosmétiques comorienne en France qui s'appelle Uzuri. C'est une marque qui met plus en valeur le secteur agricole. Spécifiquement une fleur qui s'appelle Ylang Ylang qui a fait vraiment l'apogée des grandes marques de luxe comme Chanel, Guerlain, etc. Donc j'ai osé m'investir dans ce domaine qui est resté plutôt pour les grands parfumeurs du monde. Donc j'ai mené cette marque pendant presque 15 ans. Depuis 8 ans, j'ai mis la marque en stand-by. Je me suis consacrée à tout ce qui est valorisation du secteur agricole. Et c'est dû à le fait que j'ai posé un regard, justement, parce que j'ai travaillé avec les agriculteurs par rapport à cette marque. Et j'ai vu toutes les difficultés, justement, de se faire reconnaître et de faire connaître leur travail à travers le monde. Donc, je me consacre depuis 8 ans sur ce secteur dans la valorisation des personnes, des acteurs, mais aussi de leurs produits. Et je suis également consultante internationale puisque j'interviens aux Nations Unies pour des projets de développement, notamment pour l'Ylang Ylang, dans lequel j'ai déjà travaillé sur des projets stratégiques au niveau international. Et j'accompagne des créateurs d'entreprises, plutôt aussi des projets économie sociale et solidaire, marques, surtout pour associations, ONG,
fondations, etc. Donc l'objectif, c'est de les accompagner à se professionnaliser, mais aussi à se développer. Donc j'ai plusieurs casquettes. Ma dernière casquette que je vais dire rapidement, je suis aussi directrice commerciale du groupe panafricain de la diaspora africaine, qui se consacre justement à développer des solutions digitales pour la transformation digitale du continent. Donc voilà, j'essaye de faire un petit résumé rapidement. Et donc à peu près, voilà, c'est que si vous avez des questions, on pourra... et je suis très contente de partager mon temps aujourd'hui avec ces grands messieurs. Je suis ravie je suis aussi, justement, il m'a fait l'honneur, monsieur Alaoui, à me proposer d'être host de la Chambre économique franco-comorienne, c'est-à-dire que je suis plutôt dans les opérations stratégiques du développement de la Chambre, qui est encore une chambre jeune, mais qui a beaucoup d'ambition, puisque déjà, M. Allais, notre président, est très, très ambitieux, il a énormément de ressources. Donc voilà, donc je suis très contente de passer ce temps. C'est la première fois que je passe du temps avec ces grands messieurs. Monsieur Benamir, c'est incroyable, on se croise dans les médias, enfin dans les réseaux, mais c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup fait, qui a un long passé très, très positif pour la jeunesse, et surtout au niveau, il se présentera, mais je suis vraiment chanceuse de passer aujourd'hui partager cette table ronde avec ces deux grands messieurs. Donc voilà, merci beaucoup Armel pour cette opportunité, et à tous. Merci. Bon, je vais me présenter rapidement. Merci Wassilati pour cette belle présentation. Je pense que beaucoup de personnes ici sont entrepreneurs, ou alors ont choisi d'être entrepreneurs pour investir soit ici, soit en Afrique. Moi, je suis un entrepreneur par accident, en fait. Je dirais même mieux, je suis un entrepreneur par militantisme. C'est le militantisme, en fait, qui m'a mené à l'entrepreneuriat. Et je me définis comme étant un entrepreneur militant. Et c'est vrai que c'est ma phrase de choc. Il n'y a que les combats non livrés qui sont perdus d'avance. Car à la base, moi, en fait, mon premier projet, tout premier que j'ai amené, c'est celui-là. J'avais 19 ans quand j'ai lancé Comor Mag, le premier magazine comorien d'information. Et à la base, en fait, je n'étais pas du tout journaliste. Mieux, j'étais préparé à devenir ingénieur en informatique. C'était pendant mon école d'ingénieur que j'ai monté ce magazine. Et je voulais un magazine un peu comme parce que j'étais séduit par le Jeune Afrique de l'époque. Quand on allait dans les kiosques, c'était Jeune Afrique. Et je voulais un magazine aux couleurs, 32 pages. Le seul problème, c'est que je n'étais pas journaliste, je ne savais pas écrire, j'avais pas de journaliste autour de moi. Et ce qui m'a, on va dire, poussé à créer ce magazine, c'est pas une envie, hein, c'est un événement tragique qui s'est passé à Marseille, un 21 février 1995. Ibrahim Ali, un frère, un jeune, qui sort d'une répétition musicale un soir de 21 février pour aller prendre le bus pour partir à la Savine. Il se fait tirer dans le dos par un colleur d'affiches du Front National. C'est son enfant, là, peut-être qu'il va diriger la France, le RN. Mais il y a quelques années en arrière, le 21 février 1995, un ami à nous, un jeune qui avait 17 ans, nous on était le grand frère parce qu'on avait 19 ans, moi j'avais 19 ans à ce moment-là, il tombe sous les balles du Front National. Et quelques jours plus tard, on est pratiquement 50 000, voire 80 000 Comoriens marseillais à défiler sur la Canebière, et parmi ces 80 000 Marseillais, il devait y avoir au moins 40 000 Comoriens. Et c'est là où je me rends compte, en fait, à quel point nous sommes nombreux. À ce moment-là, en fait, on était très discrets, on ne se faisait pas remarquer, et on était doublement touchés parce qu'en fait, chez nous, nos parents ne nous parlaient pas. Ils n'étaient pas formés à nous dire ce qu'on recevait. On venait de perdre un être cher, frappé. C'est la première fois que j'étais touché par le racisme, et on n'arrivait pas à communiquer. Pas que nos parents ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas. Et on nous a pas mis un psychologue pour nous expliquer ce trauma, rien du tout. Et je me suis rendu compte que la seule manière de communiquer chez nous, c'était par les mariages, en fait. Nos mères parlaient à nos sœurs ou à nos frères ou à nos enfants par le mariage. Et souvent, ça créait des conflits. Non, je ne suis pas d'accord, non, pas ci, pas ça. C'était comme ça qu'on discutait. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas créer un magazine qui permettrait que les avis divergents, les miennes, mes avis à moi, celles de ma sœur, de mes pères, puissent être transposés dans un magazine où chacun, sans conflit, puisse aller pêcher, prendre ce qu'il a envie d'écouter sans que ça soit conflictuel. Parce que parfois, Alaoui, si c'est mon frère, il peut me dire des choses intéressantes, mais je vais me braquer parce que c'est mon frère. Alors, ce qu'il dit, c'est intéressant. Ma mère va me dire des choses intéressantes, je vais me braquer
simplement parce que c'est ma mère. Mais je ne vais pas être à l'écoute. Et donc, c'est comme ça qu'est né, on va dire, mon premier engagement. Et quand on parlait de réseau, comme je vous l'ai dit, moi, je ne savais pas écrire, je ne suis pas journaliste. Et donc, il fallait que j'aille chercher des journalistes. Le premier que je suis parti chercher, que Dieu lui fasse miséricorde, parce qu'il n'est plus parmi nous, c'était Salim Atubou. Salim, lui, oui, il est écrivain, lui. Il était, et d'ailleurs, Salim, à la base, Salim Atubou, lui, il voulait devenir pilote de ligne à la base. Son rêve, c'était d'être pilote de ligne. Mais malheureusement, il avait des problèmes oculaires, des problèmes de vue. Et donc on lui a dit non, tu ne pourras jamais devenir pilote de ligne. Et Salim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup réfléchi. Il est parti à l'IUT lui aussi, un peu comme moi, mais c'était pas en IUT commerce, mais c'était pas sa vocation. Et là il s'est dit, si je ne peux pas devenir pilote de ligne pour faire voyager les gens, je vais changer de braquet, je vais devenir pilote des lignes. Je vais écrire. Et je ferai aussi voyager les gens. Et c'est comme ça qu'il est devenu écrivain. C'est comme ça d'ailleurs aujourd'hui, Marseille l'a rendu hommage en créant la médiathèque Salim Atubou qui est au Plan d'Aou. Et Salim était ma première plume. La première plume de ce magazine. Et Salim ensuite est parti me chercher plein de journalistes, que ce soit Sof El Badawi, Mahmoud Ibrahim, Baj Rafil, qui est aussi dedans, qui est dans ce numéro c'était l'un des numéros en 2007, mais on l'a lancé en 99. Et donc dedans, petit à petit, je me suis surpris à aimer le journalisme. Et donc, après mon école d'ingénieur, je me suis formé au journalisme. Mais pas n'importe quel, le JRI, journaliste reporter d'images. Et c'est comme ça que j'ai créé un média, le média des Comoriens du monde, le 00269.net. Pourquoi 00269.net? Parce que de partout, quand on est Comorien, quand on va appeler au pays, on fait 00269. C'est comme ça que le média des Comoriens du monde est né, encore une fois par militantisme. Et c'est là que j'ai rencontré un grand homme qui s'appelait Salim Tourki, parce que j'interviewais un président de la Fédération de football des Comores, et il m'apprend que les Comores, en fait, n'ont pas d'équipe nationale. Et c'est vrai que j'avais vécu ça très mal quand j'étais jeune, et je pense que beaucoup de jeunes de ma génération, quand on était à l'école, au collège, on nous disait « Alors, il y a la CAN, c'est quoi ton équipe ?» Nous, c'est les Comores. « Le Cameroun ?» Non, 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 les Comores. « C'est où les Comores ?» C'est en Afrique. « Où ?» Et en fait, on n'arrive même pas à montrer. Et là aussi, quand j'ai eu cette opportunité que le président m'a dit « On n'a pas d'équipe nationale, on est en 2009 », on venait d'avoir vivre encore une tragédie, c'était la Yéménia. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer notre équipe nationale? C'est vrai, est-ce qu'on parle d'ici aujourd'hui? Au Comores, on n'a pas d'infrastructure, on n'a même pas de stade, on n'a pas de joueurs, c'est pas professionnel. Mais on s'est dit que ici, nous ici, on a été formés. Moi, j'ai failli devenir footballeur professionnel, mais j'ai un problème de jeu. Non, ça vous connaissez ça. Non, j'ai joué à un bon niveau, mais je connaissais des joueurs qui sont devenus professionnels. On a parlé d'Amada Djambé, on a parlé d'autres jeunes qui jouaient à un très bon niveau, et on s'est dit, pourquoi ne pas, nous, créer une équipe nationale à partir d'ici et aller jouer pour notre pays? Et le premier match qu'on a fait, c'était au Mali, à Bamako, contre la Libye. On s'est pris 3-0, hein. On est parti avec des jeunes des quartiers, il y en a qui étaient en DH, en PH, mais on a représenté pour la première fois en 2011 notre pays. On a pris 3-0, après on a pris d'autres défaites après, hein, mais c'est ce qui nous a permis après de construire les victoires. Mais ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que lorsque nous on descendait du bus pour aller nous entraîner, il y en a qui avaient le maillot de l'OM, l'autre du Real, du PSG, du machin, parce qu'on n'avait même pas les moyens de nous acheter des équipements. Et là, encore une fois, j'ai dit pourquoi nous, on ne va pas créer notre marque. Et c'est là où Maana Sport est né. Et c'est là comme ça qu'on a commencé à créer une richesse. Et c'est là qu'on a construit cette équipe nationale qui, 9 ans plus tard, a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des Camerounais ici, donc je n'ai pas envie de me fâcher avec le Cameroun. Je ne dirai pas ce qui s'est passé, mais je m'arrêterai là pour dire qu'en fait, il y a un process qui nous permet en fait que lorsqu'on est motivé, lorsqu'on a envie, parfois c'est pas l'appât simplement de l'entrepreneuriat, des moyens qu'on a envie. Parfois ce sont des opportunités qui nous permettent de devenir entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, le continent africain, c'est un continent où il y a pas mal d'opportunités. Et nous ici, nous qui sommes ici, nous devons saisir ces opportunités pour faire en sorte de faire grandir notre continent. Par le biais, Salim Atubou disait, il n'a pas le cul entre deux chaises, lui. Il avait le cul pleinement sur deux chaises, en France et aux Comores. Et nous devons assumer cela. Nous devons assumer d'avoir le cul pleinement sur deux chaises, sur notre pays d'accueil ici en France, mais aussi sur notre pays d'origine, que ce soit au Mali, aux Comores, en Afrique, partout, parce que c'est comme ça que nous réussirons à transférer nos compétences, à transférer notre énergie, notre expérience, et qui nous permettra de gagner du temps, parce que si on laisse les politiques, les amis, on est mort. Merci.
Bravo, bravo et bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Alaoui Abdallah, donc j'ai 35 ans et je suis un jeune Marseillais, donc issu des quartiers nord de Marseille. Je vais faire un petit récap de ma biographie. Il y avait quelques petites erreurs mais on va les rectifier. Donc moi j'ai grandi à la Castellane entre un réseau de drogue et un bar. Et aujourd'hui je suis président de la Chambre économique franco-comorienne, mais le chemin n'a pas été facile, bien au contraire, ça a été semé d'échecs, semé de déceptions, semé de trahison, etc. Mais bien au contraire, ce qui a fait la force que j'ai aujourd'hui, c'est que je me suis donné le droit de rêver un jour et je me suis donné le droit de faire un autre jour. Et donc, petit à petit, et comme le disait tout à l'heure le présentateur, vers l'âge de 15 ans, mes grands frères reprennent un taxiphone dans le centre-ville de Marseille. Donc, d'où ma première expérience entrepreneuriale. Et j'ai commencé à travailler et j'ai travaillé dans ce taxiphone et j'ai commencé à gérer pas mal de choses. Et j'ai vu qu'il y avait un savoir-faire que je n'avais pas encore exploité, qui était un début d'entrepreneuriat. À côté, comme à l'époque, c'était à l'époque des marques de vêtements, donc des marques de streetwear. À Paris, on avait la Mafia Kenfree et autres, etc. À Marseille, on avait SNT, QNC, QN, on avait aussi Corleone. On n'oublie pas parce qu'on a nos frères du Flandre, donc on ne va pas oublier. Et donc, moi, je vendais ces t-shirts-là au départ. Donc, je vendais ces t-shirts-là dans tous les quartiers de Marseille, etc. C'est ce qui m'a permis aussi de créer une synergie avec plein de quartiers de Marseille. Contrairement à Paris, où certaines personnes ou certains quartiers se font la guerre, nous, à Marseille, il y a ce côté où on est plus famille. Donc on est ensemble, on se tient la main et on essaye d'avancer petit à petit. Et vers l'âge de 18 ans, donc une fois que j'ai mon bac avec mention, je connais mon premier échec, c'est le fait de ne pas avoir trouvé de BTS. Donc je trouve mon BTS, mais je ne trouve pas mon alternance. Et là, ça a été un échec. Et malgré tout, j'avais passé plus d'1 an à chercher. On m'a dit, ah là oui, il faut que tu aies le permis. J'ai passé mon permis, il faut que tu aies ci. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait tout le boulevard Sakakini. À l'époque, j'étais dans le secteur de l'énergétique. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit une chose, soit je baisse les bras, soit j'abandonne, etc. Mais vu que je n'ai pas l'habitude d'abandonner, et j'avais une mère qui nous a élevés seuls et qui m'a beaucoup accompagné et qui nous a beaucoup motivés, à chaque fois que je partais, elle me disait, sois un nouvel homme. D'où le fait de New One dans toutes mes entreprises. Et quand je pars, en fait, j'ai décidé de partir donc, pour l'Angleterre. Et là, en Angleterre, tout est un autre mindset. Donc, je rencontre pas mal de personnes, je vois pas mal de belles choses, etc. Et à mon retour en 2012, je constate énormément de défaillances, notamment au niveau de la délinquance. Il y a une hausse de la délinquance, notamment dans mon quartier. Je commence à voir aussi le début de règlement de compte. Et je me suis dit une chose, soit je vais critiquer les politiques et dire que les politiques ne font rien, même si je le pense, ou sinon je vais commencer à faire quelque chose. Et c'est de là où j'ai créé le collectif Unis pour un second souffle, qui avait pour but d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers un retour à l'emploi. On rencontrait des entreprises qui nous disaient souvent « j'arrive pas à trouver les personnes, etc. » Et nous, on avait des personnes talentueuses dans nos quartiers, diplômées dans nos quartiers, qui n'arrivaient pas à trouver d'entreprise. Donc de là, je commence à créer ce collectif avec plusieurs personnes qui travaillent dans plusieurs endroits. Et j'ai dit, voilà, maintenant on va regarder, de partout où ça recrute dans nos entreprises, on va essayer de placer la meilleure personne du quartier pour qu'en fait on ait une bonne image, etc. Et ça a bien marché. Entre 2012 et 2015, on a accompagné plus de 600 personnes vers un retour à l'emploi, vers un retour à la formation, etc. Et en 2017, fin 2017, je rencontre Jeanne Lambert, qui travaille dans ce magnifique lieu qui est l'Épopée. Et Jeanne Lambert, en fait, elle était en train de sourcer, donc elle était en train de faire du sourcing pour le MEDEF. Le MEDEF faisait un concours entrepreneurial et ils étaient en train de sourcer pour le MEDEF. Et donc du coup, ils font appel à moi parce qu'ils ont entendu parler de la façon dont je sourçais et les personnes que j'avais placées. Et donc du coup, en essayant de discuter, en discutant avec Jeanne Lambert, etc., elle me dit, voilà, nous on cherche des personnes qui ont du talent, etc. et qui souhaitent entreprendre dans les quartiers nord de Marseille. Et malheureusement, on n'arrive pas à accéder au quartier nord de Marseille. Et moi, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais avec le collectif Unis pour un second souffle. Et de là, Jeanne Lambert, elle me dit, tu as quel âge? Et je crois à l'époque, j'avais 25 ans. Et j'ai dit, ouais, j'ai 25 ans et tout. Elle me dit, bah, tu bouges pas de là. Elle m'a dit, tu bouges pas de là. Et elle me dit, tu vas faire le concours. J'ai dit, mais
moi, j'ai pas de talent. Je sais le repérer chez les gens, mais j'en ai pas. Elle me dit, mais tu es malade. Elle me dit, le sourcing, c'est un talent. L'accompagnement socio-pro, c'est un talent. Le fait de faire des prépas, entretiens, etc., c'est du talent. Elle me dit, Alaoui, fonce. Et je dis, allez. Donc, je tente l'expérience sur 300 entrepreneurs donc, que le MEDEF sélectionne. Je termine premier. Donc, avec... Merci. Avec aussi une intervention devant tous les dirigeants du 440. Et de là, en fait, en sortant de cet événement-là, donc je rencontre Riyad Boulanoir qui a fait les comptes nickel et qui fait pas mal, qui entreprend pas mal. Il me dit, Alaoui, chez toi, il y a quelque chose. Mais il m'a dit, mais il faut que tu pousses et tu creuses à l'intérieur, il y a plein de choses à découvrir. J'ai dit, ouais, c'est ce que tu vois. Et il y en a une autre qui me stoppe et elle me dit, quand Alaoui parle, on s'assoit et on écoute. J'ai dit, ok, et j'appelle ma femme. Et je dis, allô, tac et tout. J'ai dit, il y a un souci. J'ai dit, là, en fait, le projet que j'ai pitché tout le long du concours, il est en train de prendre forme. Je pense qu'il y a quelque chose, mais tu es enceinte et notre fille arrive bientôt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon poste d'enseignant à l'éducation nationale, je prends ce risque-là, ou est-ce que je cherche la sécurité? Elle m'a dit non, fonce. Et c'est là où, en fait, la chose qui est importante, c'est que, c'est vrai, on me voit souvent, et on voit rarement ma femme. Et je dis toujours à ma femme, tu es la femme de Colombo. Tu vois, genre, car je parle toujours d'elle, mais on la voit jamais ou rarement. Et c'est elle, en fait, qui est derrière tout le projet Newman. Et dès que je sors de cette discussion, j'ai pris la décision de créer Newman Project. Et Newman Project, à l'heure actuelle, donc, a accompagné plus de 1000 porteurs de projets donc, dans toute la France. Donc là, j'interviens dans 22 villes via les déterminés. J'interviens pour le groupe Hayat, j'interviens pour Synergie Family, j'ai fait Entreprendrez-vous, j'interviens pour EDLV, j'interviens pour pas mal de structures. Et en 2021, pareil, vu que j'intervenais dans pas mal d'endroits et que j'avais une expertise dans le domaine socio-professionnel, un collègue qui me dit, ah oui, je te vois intervenir pour le CNAM, la ECD, la COPAD, etc., mais à quand ton organisme de formation? Et je lui ai dit non, mais vous savez, la Calliope, c'est compliqué, ainsi de suite, etc. Et j'ai pas le temps, moi je suis en mode business, j'ai envie de créer des trucs. J'investis aussi dans d'autres sociétés, donc de manière officielle comme officieuse. Et j'aime bien donner de la force à des porteurs de projets. Et donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas moi? On m'a dit c'est difficile. Et quand on m'a dit non, tu peux le faire, j'ai dit, ben, tu sais quoi, je vais le faire. Et donc, je me suis donné, donc en fin 2021, je décide de créer mon organisme de formation. Février 2022, je suis certifié Calliope, donc le plus gros label qui est très compliqué à avoir. C'est quasiment 1 an et demi de travail. J'ai passé plus ou moins 3-4 mois dessus. Et donc, de là, pareil, je fonce, j'essaye d'avancer, etc. Et on me sollicite. On me sollicite pas mal donc pour intervenir via des formations, etc. J'ai la gestion aussi de 2 ACI, donc c'est les ateliers chantiers d'insertion, un sur la ville d'Aix et l'autre sur la ville de Gardanne. Là, très prochainement, on arrive sur Vitrolles avec un très gros partenariat avec Provence Motocas qui va s'établir sur le reste de la France. Et quand je commence à lancer toute cette machine-là, eh ben, on me propose de reprendre la chambre de commerce franco-comorienne. Et là, je me dis, oula, non. Comores, c'est un peu compliqué, etc. Mais après, à un moment donné, je me pose aussi l'autre question, parce qu'il y a 2 Alaoui chez Alaoui. Et donc, il y a Alaoui et il y a Newman, et il y a Newman qui veut faire que du business, et il y a Alaoui qui a ce côté aussi très rattaché aux Comores. Et je me suis dit une chose, je me suis dit, mais pourquoi moi? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai de plus qu'un autre Comorien pour essayer de faire quelque chose? On me dit, Alaoui, tu as un truc, tu es sociable, tu t'entends bien avec tout le monde, tu es quelqu'un qui va de l'avant, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de tenter de nouvelles choses, etc. Bien au contraire, tu as tendance à prendre des risques, etc. J'ai dit, OK, je vais me donner le temps, je vais me donner la possibilité de réfléchir. Et je rencontre Chon Yang, qui faisait sa première venue au stade Vélodrome. Et quand je rencontre Chon Yang, je lui dis, voilà, on me propose de reprendre la chambre économique franco-comorienne. Et quel conseil tu me donnes? Il me dit, à l'heure actuelle, il y a tous les Européens qui sont en train d'aller en Afrique et développer l'Afrique. Il me dit, soit tu regardes l'Afrique se développer par d'autres personnes et tu regarderas l'Afrique dans quelques années se développer avec l'œil du regret, ou sinon tu commences à semer quelque chose, peut-être que tu n'obtiendras pas ses fruits, mais peut-être que tes enfants obtiendront ses fruits. Et là, je suis ressorti transformé. J'ai dit, ah là oui, tu vas partir et tu vas créer ta chambre économique franco-comorienne. Et donc,
Je suis sorti un peu du contexte de l'ancienne chambre de commerce qui était très politisée. Et moi, clairement, je ne fais pas de politique. Je suis quelqu'un qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, qui veut accompagner des structures associatives, qui veut accompagner des entreprises, etc. Et donc, je fais très peu et presque pas de politique. Donc, j'en connais pas mal. Je m'entends super bien avec eux, pour certains, etc. Mais j'essaye de ne pas mélanger mes business et la politique. Et de là, je décide de créer une chambre économique qui va à la fois accompagner des structures associatives qui sont vraiment répandues aux Comores. Donc, par exemple, je pense qu'on est la première diaspora à avoir le plus d'associations sur Marseille. Mais malheureusement, on n'est pas très organisé. Donc, je me suis dit, voilà, le premier point de la chambre économique, ça va être de redonner un second souffle aux structures associatives de la diaspora comorienne. Le deuxième, c'est qu'on est tout nouveau dans l'entrepreneuriat. Donc, la plupart des entrepreneurs comoriens donc, n'ont pas poussé, etc. Et donc, on a décidé aussi de commencer à se fédérer, donc à travailler ensemble, à créer des connexions entre la diaspora comorienne dans toute la France, que ce soit d'abord à Marseille, on a commencé à petite échelle. Maintenant, on crée des ponts avec Paris, Lyon, etc. D'où l'importance d'avoir Wassilati aussi dans le COS de la Chambre économique franco-comorienne. On ne maîtrise pas tous les domaines. Moi, mon domaine principal, c'est l'entrepreneuriat et la formation. Mais après, donc, on a d'autres domaines, tels que Ben Amir, qui a monté pas mal de choses, etc. Il y a d'autres qui sont dans le domaine de la restauration. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine du sport, etc. Et tout ça, tels que notre sélectionneur Farid Amada, qui est ici présent. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses très, très importantes. Mais à un moment donné, il faut se dire une chose. Plus on va avancer, plus on va faire de pas, et plus on va réaliser plein de choses qu'on n'imaginait même pas. Et c'est là, en fait, la force aujourd'hui de la Chambre économique. Je vous fais une confidentialité. Comme on a dit, la Chambre a moins d'1 an et on passe très prochainement la Calliope. Donc, pourquoi? Parce qu'on est dans une première phase qui est de la construction. Avant de parler de développement, je pense qu'il faut parler de construction. Et là, pour les Comores, on est dans une phase de construction. On est sur une deuxième phase où on est en train de construire aussi l'incubateur, donc le Comores International Business Incubator, donc dans lequel on est déjà en train de travailler sur pas mal de choses avant de commencer à promouvoir la Chambre économique. Pourquoi je dis cela? Alaoui, c'est beaucoup de formation. C'est de faire de la formation par l'action. Et moi, je suis quelqu'un qui fait d'abord avant de dire les choses. Je ne veux pas venir et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je ne suis pas là pour vanter ce que je fais, mais bien au contraire, faisons et montrons l'exemple aux futures générations qu'on a le droit de rêver et le pouvoir de faire. Merci. Je souhaiterais rajouter quelque chose et je suis très émue d'entendre tout parce que bon, c'est vrai que je suis un petit peu comme, je me sens un peu dinosaure dans tout ça parce que ça fait quand même 20 ans que j'entreprends et quand j'entends tout ce que déjà Ben Amir a dit tout à l'heure et Alaoui, il y a une chose qu'il faut que, je pense les personnes présentes, qu'il faut vraiment que vous preniez en compte, c'est que tous les trois, on est dans une démarche entrepreneuriat social engagé, quelque part. C'est du business, mais c'est du business qui a un sens. On a toujours essayé de vraiment de mettre en avant justement cet engagement, de transformer, participer à la transformation de la société. Et moi, je me reconnais dans tout ce parcours incroyable, c'est que quand j'ai commencé la première marque de cosmétiques, je l'ai fait d'une manière très innocente parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'ai créé une marque de cosmétiques où je l'ai fait vraiment de A à Z. J'ai même étudié, j'ai étudié la filière ylang-ylang vraiment depuis la culture jusqu'à la transformation, jusqu'à la commercialisation, même la composition biochimique, je l'ai étudiée. Donc, alors que je ne suis pas du tout scientifique. Tout ça parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose à faire. Au Comores, aujourd'hui, nous sommes les premiers producteurs au monde de ylang-ylang. Nous avons contribué justement à la valorisation de la parfumerie française de luxe, de Grasse. Et les Comores, on n'entend jamais parler, alors que nous sommes les premiers producteurs au monde. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dedans. Effectivement, on est un petit peu, je me sens un peu, avec mes collègues, un peu comme des bâtisseurs tout en restant modestes. Parce que quand je me suis intéressée à ylang-ylang, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas que d'un produit, il s'agit de tout un écosystème. Quand on parle d'un écosystème, d'une filière agricole, il y a les hommes, il y a
il y a la partie juridique, c'est-à-dire au niveau de la communauté internationale sur les règles, les lois. Les filières agricoles touchent à la fois le social, parce qu'en général, dans les pays sud, les gens travaillent avec la communauté, sont vraiment en communauté, en famille. Donc ça touche les personnes, mais aussi il y a des enjeux géopolitiques. Je me suis rendu compte, surtout les filières, ce qu'on appelle les filières coloniales. Il y a aussi une dimension de géopolitique parce que ce sont des filières qui ont, que ce soit le canne à sucre, le cacao ou toutes ces filières qui sont entre guillemets coloniales, ce sont des filières vraiment qui ont joué un rôle justement pour asseoir quelque part, à l'époque en tout cas, pour asseoir un certain pouvoir qu'aujourd'hui nous ne rendons pas compte en fait. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été mises en place il y a une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années, mais il faut les comprendre justement pour pouvoir déconstruire certaines mentalités. Donc moi, ce qui m'a poussée d'abord, c'est j'essayais à travers cette filière, j'ai pu étudier la filière la vanille, la filière de clou de girafe, et je me suis rendu compte que ces 3 filières de rente aux Comores avaient un impact important au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau sociétal. Et culturel même. Et c'est pour ça que en 2010, je me suis intéressée à comprendre, par exemple, une marque comme L'Oréal, quand il arrive dans un pays en Afrique, qu'est-ce qu'il fait en général? Il va faire ce qu'on appelle la bioprospection. La bioprospection, c'est de regarder certaines plantes, de voir quelles sont les plantes, quel est le potentiel de certaines plantes ou d'autres savoirs traditionnels. Et ce qu'ils vont faire, en fait, quand ils vont découvrir, par exemple, un produit où il y a un potentiel, il y a ce qu'on appelle les brevetages. Donc, ils vont breveter une molécule ou quelque chose. Le problème, c'est que dans ces produits-là, ce sont des produits exploités par les communautés. Donc, quand on dépose un brevet, c'est 20 ans qui empêche justement la recherche. Et donc, ces choses-là m'ont posé beaucoup de questions. En 2016, en 2010, je suis tombée sur un accord, juste pour faire le parallèle, je suis tombée sur un accord qui a été fait entre l'Université de Shanghai et l'Université des Comores. Cet accord, en fait, disait que pendant 8 ans, la Chine avait le droit de faire des recherches sur des ressources génétiques aux Comores sans contrepartie. Cet accord, je l'ai trouvé. En fait, cet accord vraiment clairement disait que une fois qu'ils ont fait la recherche et qu'il y aurait des résultats, les Comores ne pourraient bénéficier de rien. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie en cascade, alors que je ne suis pas du tout juriste. Je me suis posé beaucoup de questions. Je suis partie voir la fondation Daniel Mitterrand à l'époque pour poser des questions, pour savoir justement quelle est justement la part des Comoriens. Si toutefois la Chine fait des recherches là-dessus, quel est notre gain de retour en fait, sachant que j'étais juste en tant que citoyenne, hein, je n'étais pas du tout liée à l'État ou quoi que ce soit. Et j'ai appris en fait que le fait de faire ça, en fait, ça empêchait justement les Comores d'accéder justement à certaines plantes. Si eux, ils font la recherche, nous n'avons pas la possibilité d'accéder à ces plantes-là, et ils peuvent déposer des brevets, ils peuvent déposer des marques qui empêchent la communauté de vivre de ces plantes. Et à partir de là, j'ai posé des questions justement à la fondation, qui avait une section qui était spécialisée sur tout ce qu'on appelle la biopiraterie. Et ils m'ont dit clairement qu'actuellement, nous avons mis en place un collectif qui permet justement de protéger les communautés dans ce genre de choses. Et c'est le moment où il m'est arrivé l'idée d'aller proposer une loi aux Comores qui permet de protéger les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. Cette loi n'existait pas. Et je l'ai travaillée pendant 7 ans. Sans être engagée par qui que ce soit, juste un acte citoyen. Pendant 7 ans, j'ai travaillé sur cette loi et j'ai poussé les Comores à l'époque d'aller signer ce qu'on appelle le protocole de Nagoya, qui nous permet justement de bénéficier, de mettre en place cette loi. Et justement, en 2012, les Comores auront ratifié le protocole de Nagoya et ça nous a donné le droit de créer cette loi. Cette loi, je l'ai travaillée pendant pratiquement 7 ans et je l'ai ramenée en 2016 pour le proposer à l'Assemblée nationale, ça a été voté plus tard. Aujourd'hui, les Comores, ils ont le droit de revendiquer, s'il y a un industriel s'introduit aux Comores, doit d'abord demander autorisation, ce qu'on appelle la loi APA, autorisation, accès d'abord, partage, donc APA, et aussi par rapport aux bénéfices. Donc aujourd'hui, cette loi a été signée par 130 pays à peu près, et il y a beaucoup de pays en Afrique
qui en bénéficient aussi, puisqu'aujourd'hui, ils étaient obligés de le signer, notamment le Cameroun, que je suis rentrée en contact il n'y a pas longtemps. Justement, peut-être vous allez me voir bientôt au Cameroun là-dessus. Et justement, aujourd'hui, il y a un gros problème de manque de sensibilisation, qu'aujourd'hui, nous avons des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui ne sont pas protégés, et que les Africains doivent savoir que leur gisement, que ce soit, je vous donne l'exemple, par exemple, la stevia qui vient du Pérou, on a déposé pratiquement 200 brevets par Coca-Cola, par exemple, parce qu'il le transforme, il le met comme un sucre, il le remplace par le sucre. Et le problème, c'est que les communautés ne peuvent pas justement exploiter la stevia, et on a fait pas mal des choses qui a permis justement à Coca-Cola d'enlever certains brevets. Tout ça pour vous dire que ça, c'était un premier engagement. La deuxième chose, c'est que j'ai vu que les Comores, nos produits n'étaient pas du tout valorisés au niveau international. C'est ce qui m'a amené à proposer justement ce qu'on appelle le label IGP, Indication géographique protégée. Comme par exemple quand vous vendez du fromage ou ceux qui boivent le champagne, en France, on a mis tous ces labels qui permettent justement de valoriser justement le savoir et les ressources génétiques de la France. Moi, j'ai justement, quand on parle du savoir qu'on prend ici pour amener en Afrique, j'ai beaucoup voyagé en France, j'ai été en Normandie, tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, ces labels-là, nous pouvons aussi les ramener chez nous pour pouvoir justement valoriser au niveau international, parce qu'en Afrique, on a des choses qui datent des siècles, mais qui n'ont pas justement des signes de protection. Quand on parle, moi j'ai fait des formations, j'ai créé des programmes de formation sur tout ce qui est marques, etc. Je me suis rendu compte qu'en Afrique, on a des marques qui ont à peine 25 ans, 30 ans, pendant qu'en France, on a des marques qui ont 500 ans. Donc ça veut dire qu'on est très 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 loin, on a de la richesse, mais on ne sait pas le protéger. Et aujourd'hui, le fait qu'on est ici, quand je vois justement mes collègues, tout ce qu'on fait, cette démarche, la connaissance aujourd'hui, comme j'ai dit, on a fait venir les matières premières et toute la richesse de l'Afrique ici en Europe et en Occident. Aujourd'hui, à nous de ramener toutes ces connaissances qu'on apprend ici en Afrique, parce que justement, on a bénéficié de ça. C'est ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, dans nos communautés là-bas, en fait, on pourra vivre sereinement, parce que nous n'amenons pas que de l'argent, que du matériel, mais on amène aussi du savoir pour donner une autonomie locale. Voilà. Merci Wassilati. Moi je voudrais revenir sur nos ambassadeurs là, Pineapple Ambassador, parce que en fait, s'il faut donner des idées pour qu'on puissions nous développer au niveau de l'Afrique, je vous l'ai dit, moi je suis un entrepreneur militant, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par militantisme. Ce qui est important, voire même primordial, c'est d'avoir des ambassadeurs. C'est d'avoir en fait, c'est de donner la force à des gens qui créent. Parce que ce qui nous manque cruellement en Afrique, ce sont des modèles. Et lorsqu'on aura des modèles forts, solides, consolidés, je vous promets, en fait, je suis persuadé en fait, que le développement aura lieu. Et pour avoir ces modèles, pour avoir ces ambassadeurs, il nous faut avoir un acte citoyen et engagé. Je prends l'exemple, par exemple, aux Comores, moi je finance, je ne dirai pas des noms ici, où je soutiens, on va dire, je perfuse, parce qu'il y a une forme de perfusion quand on décide de faire une perfuse de nos pays de manière complètement, on va dire, désordonnée, en envoyant de l'argent, mais sans que ça soit vraiment utile. On peut prendre le pari de soutenir soit des entrepreneurs locaux, soit des personnes, si moi je décide d'aller acheter un sac Pineapple, c'est au-delà du besoin que j'ai, c'est un acte d'engagement. C'est parce que j'ai besoin de faire un modèle, de faire en sorte que si cette entreprise-là vit, si elle se pérennise, c'est derrière un modèle qu'on donne à d'autres. Et c'est en fait ce qui nous manque souvent, c'est les modèles. C'est créer des modèles. C'est faire en sorte que l'Afrique puisse dire « j'ai un modèle ». Et ces modèles-là, en fait, pourquoi on n'en a pas ? C'est parce qu'on a un élément qui est dans la tête qui s'appelle les croyances limitantes. Et l'Afrique en a beaucoup de croyances limitantes. Les Africains ont beaucoup de croyances limitantes. Dans les quartiers nord, on a beaucoup de croyances limitantes. Et si on arrive à lutter contre ces croyances limitantes, ce qui nous limite, eh bien on va voir qu'on va pouvoir développer. J'ai vu des gens extasiés quand le Maroc est arrivé en demi-finale. Mais ces mêmes Marocains, si on leur avait donné les maillots de l'équipe de France, du Brésil, de l'Espagne ou de même de l'Allemagne, avec la qualité qu'ils ont, on aurait dit mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde ? Simplement parce qu'ils sont africains, on se dit on se contente, ils sont arrivés en demi-finale. C'est ça ce qui nous limite. Il faut que nous cassons ces barrières en fait. Une fois qu'on aura cassé ces barrières, une fois qu'on a montré que quels que soient les modèles dans lesquels nous voulons, nous pouvons réussir et que ce n'est pas des exceptions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
On va me regarder, on va dire, allez, Benamir, c'est une exception aux Comores. Mais en France, je ne suis qu'un membre parmi d'autres. Je fais partie de la masse, même de la masse basse, si on doit dire la vérité. Mais par contre, dans nos pays, dans mon pays peut-être, je suis une référence. Mais il faut que, pour que je puisse être éliminé de cette référence, il faut qu'il y ait des Benamir par milliers. Il faut que nous aidons à avoir des Alaouis par milliers, des Pineapple par milliers. Pourquoi ça ne devient pas des exceptions? Parce que tant qu'on aura des exceptions par-ci, par-là, par machin, on ne se développera pas. Donc si aujourd'hui il y a des investisseurs, eh bien, on doit investir sur des modèles qui permettent à nos enfants de rêver, de dire c'est possible. Alors qu'en Afrique, le modèle que nous avons, ce sont les politiques qui vont construire des belles maisons, qui vont avoir les grosses voitures, et on se dit, eh bien non, pour réussir, il faut faire cette filière-là. Donc moi, j'invite à tous les investisseurs, à toutes les personnes qui y croient, de se lancer à fond dans la création et de donner de la force aux personnes qui agissent de ça. Soit par les réseaux, soit parce que on a envie, j'ai mon argent, je vais m'acheter un sac Pineapple et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je vais le mettre en avant et derrière on va gagner 10 personnes et ainsi de suite. C'est de l'acte citoyen, c'est du militantisme, mais on est obligé de passer par là, moi je pense. Merci à tous les trois. D'un mot, on va résumer chacun d'entre eux en une phrase. Bon. Juste avant, je voulais t'embêter, moi. Parce que j'avais un petit truc à dire aussi, Oui, parce qu'on parle quand même d'investissement en Afrique. Et à savoir qu'on investit, on a tendance à investir ici et à certaines facilités, mais ces facilités-là ne sont pas venues du jour au lendemain. Bien au contraire, ça a pris du temps, etc. et tout ça. Et quand je vous disais tout à l'heure de rêver grand, moi je suis arrivé ici à l'Épopée au tout début. Et quand je suis arrivé à l'Épopée, en fait, Ricard, c'est ça, on est dans les anciens locaux de Ricard, et Ricard est en train de déménager encore. Donc on n'était même pas encore installé que je suis arrivé encore là. Et mon premier bureau, il était au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, bâtiment A. Et quand j'arrive, et je fais la visite, et après à un moment donné, on a commencé à faire pas mal de visites. Et à un moment donné, on me dit, ah là oui, ben voilà, toi ta place, ça va être là, ton bureau, il va être là. Et on me dit au rez-de-chaussée. Et moi, je dis, il était où le bureau du responsable de Ricard? On me dit, le bureau du responsable de Ricard, il était au dernier étage sous les lettres. Et comme je disais tout à l'heure, il faut se donner le droit de rêver, etc. Je dis, ben moi, prochainement, mon bureau sera sous les lettres. Et à l'heure actuelle, mon bureau, les bureaux de la Chambre économique franco-comorienne aussi, sont sous les lettres. Et pourquoi je dis de rêver grand? Et faut essayer, on est dans un endroit qui, malheureusement, on n'a pas énormément de personnes issues des quartiers nord, alors qu'on est en plein cœur des quartiers nord. On est en plein milieu, on est entre deux autoroutes, celle qui mène au nord, celle qui mène au sud. Et dans l'endroit où beaucoup de personnes ont souvent tendance à dire « c'est pas pour nous ». Parce qu'on rentre, il y a un portique de sécurité, c'est pas assez accessible, etc. Et tout. Et moi, en fait, en étant ici, j'ai décidé d'être un peu un ambassadeur et je me dis à chaque personne qui souhaite entreprendre, etc., c'est votre place. Et des fois, on me dit, ouais, mais à l'Épopée. Je dis, à l'Épopée et au 3e étage. J'ai pris un espace de coworking, donc j'ai pris la moitié du 3e étage et beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent entreprendre. Et des fois, au démarrage, c'est compliqué de payer un loyer et les loyers sont assez conséquents dans ce domaine-là. Souvent, qu'est-ce que je fais? Je fais profiter ces locaux-là à des entrepreneurs qui sont en train de débuter. Et pour revenir sur l'Afrique, moi, je vais souvent aux Comores. Et souvent, en fait, quand nous, diaspora, on part aux Comores, on a tendance à regarder notre pays avec le regard et l'œil du colon. Bien au contraire, quand on va au pays, un truc qu'il faut, c'est être humble. Se poser avec les personnes qui ont une connaissance, un savoir-faire artisanal ou autre, apprendre avec eux, d'accord? C'est apprendre, comprendre aussi le fonctionnement, parce que des fois on arrive, on est plein de je vais faire mon étude de marché, mon analyse, etc., de marché, etc. Non, assieds-toi, apprends avec ceux qui vont te donner un plus, comprends l'écosystème dans lequel tu souhaites te poser, entreprends. Donc quand je dis entreprendre, ça veut dire commence à te lever et pose la première pierre. Investis par la suite et après, sers ton pays. Et c'est là la chose la plus importante, c'est que nous, en tant que jeunes de la diaspora comorienne, comme on a dit tout à l'heure, Benamir il le disait très bien, on est à la fois bien implanté en France, mais on est aussi bien implanté dans nos pays, etc. Et ne soyons pas des colons dans notre pays, mais bien au contraire des serviteurs. Il faut qu'on arrive à apporter un plus, il faut qu'on arrive à apporter ce changement-là. Et comme on dit aussi souvent,
on fait souvent des forums, des trucs. Moi, dernièrement, j'étais à Ancrage. C'était un forum qui était magnifique. Mais pourquoi ce forum, il a été magnifique? Parce que dans ce forum, le réseau qu'on a créé, ce n'est pas un réseau qui était basé sur l'intérêt. On ne cherchait pas l'un à l'autre à regarder « j'ai besoin d'un tel ou d'un tel, d'un tel ». C'était un réseau qui était centré sur les valeurs. Et regardez d'abord les valeurs avec les personnes sur lesquelles vous allez investir. Si vous allez au pays, en Afrique, il y a des personnes qui ont beaucoup de valeurs, il y a des personnes qui sont riches sur le plan humain. C'est plus sur ces personnes-là qu'il faut aller et c'est plus sur ces personnes-là qu'il faut miser. Merci. Merci, Président. Merci infiniment.